I want to create a world in which my son is proud of what we do, in a world and a job that actually does. Je ne m'attendais pas à ce qu'une annonce aussi brève, presque administrative, marque une rupture aussi nette, et pourtant c'est précisément ce qui s'est produit. Dès les 15 premières secondes de ce récit, une question troublante m'a interpellé que révèle une monarchie lorsqu'un pouvoir change de main, sans couronne, sans cérémonie, sans applaudissements. La réponse ne réside pas dans les mots prononcés, mais dans les moyens mis en œuvre. J'ai constaté comment une simple déclaration formelle formulée avec sobriété et soigneusement circonscrite a redéfini la réalité. Non pas symboliquement, mais concrètement. Dès lors, la question n'était plus de savoir qui serait roi un jour, mais qui décidait aujourd'hui. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est le ton. Ni triomphe, ni drame, ni touche personnelle. C'est précisément cette froideur qui rendait la situation si révélatrice. Lorsqu'une institution qui prospère grâce aux rituels et aux traditions opte pour une précision implacable, c'est rarement un hasard. J'ai commencé à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une solution temporaire, mais d'une restructuration en profondeur. Les tâches, les responsabilités et le contrôle étaient redistribués, et ce selon un axe bien précis. Le pouvoir opérationnel au quotidien, les leviers que l'on actionne réellement, étaient concentrés entre les mains de William. J'ai constaté avec quelle rapidité mon point de vue a changé. Pendant des années, William avait été perçu comme l'héritier patient, façonné par l'attente, par sa proximité avec un monarque incarnant la continuité et la retenue. Mais ce moment a révélé une autre facette de sa personnalité. Non pas la patience, mais la détermination. Non pas un leadership cérémoniel, mais un contrôle administratif. J'ai commencé à comprendre que son rôle avait été préparé bien plus longtemps que le public ne le soupçonnait. Ceux qui ne voient que les apparitions publiques passent à côté du travail de fond qui précède l'accession au pouvoir. J'étais intrigué par le fait que ce changement se soit opéré sans que le mot « régence » soit employé. Juridiquement, tout est resté intact. Constitutionnellement, rien n'a changé. Et pourtant, tout a changé. Cette tension entre continuité formelle et redistribution concrète m'a semblé être au cœur de cette évolution. Je me suis demandé si ce n'est pas précisément ainsi que fonctionne le pouvoir moderne, non par les titres, mais par l'accès. Non par les déclarations, mais par les autorisations. Celui qui approuve les budgets fixe les priorités et organise le contrôle contrôle la réalité. Je ne pouvais dissocier cela du contexte plus large. La monarchie traverse depuis des années une période de vulnérabilité accrue. La confiance du public est de moins en moins naturelle, la tolérance face au scandale diminue et les appels à la transparence se font plus pressants. Dans un tel climat, la discipline interne devient non pas un luxe, mais une condition sine qua non de la survie. Je n'ai pas perçu ce transfert de pouvoir comme une question d'ambition personnelle, mais plutôt comme une réaction à la pression. Face à la montée des critiques extérieures, la cohésion interne devient cruciale. Cela exige une personne prête à prendre des mesures impopulaires. Ce qui m'a aussi frappé, c'est l'absence de nom. Le silence peut être tout aussi éloquent que les noms. En ne citant aucun nom, le message a gagné en universalité et en force. Il ne s'agissait pas d'individus mais de positions. De qui a accès au pouvoir de décision et qui n'y a pas accès. En ce sens, c'était comme une remise à zéro. Non pas un bilan symbolique, mais une redéfinition de la carte intérieure. Je me suis demandé combien de conversations l'avaient précédé, combien d'avertissements, combien de moments de doute. De telles décisions sont rarement prises à la légère. J'ai commencé à réfléchir à ce que cela révèle du leadership actuel. William ne se présente pas comme un innovateur public, mais comme un garant de la stabilité. C'est moins visible, mais souvent plus efficace. Au lieu d'une rhétorique grandiloquente, il privilégie la structure. Au lieu de promesses, il privilégie la maîtrise. Cela trouve un écho auprès d'une génération qui a grandi dans un contexte de crise où les systèmes ont failli par manque de contrôle. C'est peut-être là la leçon qu'il a retenue, la confiance ne repose pas sur le charme, mais sur la constance. Dans le même temps, je ressentais la tension qu'une telle décision suscite inévitablement. Tout changement de pouvoir laisse un vide. Perdre de l'influence n'est pas vécu comme une restructuration abstraite, mais comme un démantèlement personnel. Je ne voulais pas idéaliser la situation, mais je ne voulais pas non plus l'ignorer. Les choix institutionnels ont des conséquences humaines. Ce moment est donc non seulement stratégique, mais aussi chargé d'émotions, même si l'on s'efforce de mettre les émotions de côté. Je me suis posé une question ouverte qui découle logiquement de ce constat. Si le pouvoir repose déjà si nettement entre les mains de l'héritier, qu'est-ce que cela signifie pour la phase à venir ? La transition vers la monarchie sera-t-elle plus douce ou plus brutale ? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle de l'avenir d'une monarchie qui peut de moins en moins s'appuyer sur une autorité incontestable ? C'est sur ces questions que je termine cette première partie, non pas comme une conclusion, mais comme le point de départ d'un récit où les décisions ont plus de poids que les symboles. Dès que le changement de pouvoir est devenu évident, mon attention s'est naturellement portée sur le vide qu'il avait engendré.
Le pouvoir ne se déplace jamais sans laisser de traces, et dans ce cas précis, il s'agissait principalement de l'absence d'une figure qui parlait au nom de tous. Je me suis demandé comment une personne qui avait fait partie intégrante du cercle des décideurs pendant des années avait pu être soudainement marginalisée. La réponse ne résidait pas dans une erreur ou un incident isolé, mais dans une confiance accumulée qui s'était lentement érodée. J'ai constaté que la perception publique est souvent en décalage avec la réalité interne. En apparence, tout restait digne et maîtrisé, mais en coulisses, les tensions s'exacerbaient. Ce qui était auparavant perçu comme un soutien pragmatique commençait à être vécu comme une violation des limites. J'ai cherché à comprendre ce changement sans le réduire à de simples ragots. Dans les institutions, la confiance ne repose pas sur les intentions, mais sur le contrôle. Dès que ce contrôle s'estompe, les questions surgissent. Et les questions sont plus dangereuses que les erreurs. J'ai été intrigué par la mince frontière entre implication et influence. Dans une monarchie où les relations personnelles sont inévitables, la distinction entre sphère privée et sphère institutionnelle est toujours fragile. J'ai constaté comment cette distinction a commencé à s'estomper ici. Non pas parce que quiconque a ouvertement enfreint les règles, mais parce que les structures ont été contournées. Les conseils sont devenus des directives, l'accès informel est devenu pratiquement décisif. Cela n'est pas forcément malveillant, mais c'est déstabilisant. J'ai commencé à comprendre que le véritable problème ne résidait pas dans les actions visibles, mais dans les circuits parallèles. Lorsque plusieurs voies de décision émergent, un système perd sa cohérence. C'est catastrophique pour une institution qui doit avant tout projeter une image d'unité. Je me suis demandé combien de signaux sont nécessaires avant qu'une intervention ne soit déclenchée. Probablement bien plus que le public ne le saura jamais. Les alertes internes sont rarement bruyantes. Elles s'accumulent dans les notes de service, les notes de bas de page et les silences gênants. Ce qui m'a frappé, c'est la rapidité avec laquelle la loyauté peut être remise en question lorsque les intérêts divergent. Au sein d'une monarchie, la loyauté n'est pas une vertu personnelle, mais une nécessité. Elle s'applique non pas aux individus, mais à l'institution. J'ai constaté la dureté de ce raisonnement. Agir par conviction personnelle peut involontairement entrer en conflit avec les impératifs institutionnels. De telles situations sont donc tragiques, mais pas exceptionnelles. J'ai également tenu compte de la perception. À une époque où la transparence revêt une importance croissante, même l'apparence d'un conflit d'intérêts peut être préjudiciable. Il ne s'agit plus de preuves mais de crédibilité. J'ai constaté à quel point cette prise de conscience a été déterminante dans ce cas précis. La monarchie ne peut se permettre aucune zone d'ombre. Ce qui est perçu ailleurs comme une nuance est ici considéré comme un risque. Cela explique la rapidité et la sévérité de la correction. Parallèlement, je ne voulais pas tomber dans une vision simpliste qui consiste à désigner des coupables. Les ruptures institutionnelles sont rarement le fait d'une seule personne. Elles résultent de systèmes qui restent de trop longtemps flexibles. J'ai commencé à comprendre que cette correction était aussi une forme d'autocritique, la reconnaissance que les choix précédents avaient été trop laxistes, que les limites n'avaient pas été suffisamment bien définies. En ce sens, il ne s'agissait pas seulement d'un recul, mais aussi d'un réajustement. J'ai constaté que mon analyse s'articulait de plus en plus autour de la notion d'accès. Le pouvoir dans les institutions modernes est rarement visible. Il se manifeste par qui est autorisé à prendre place, qui reçoit l'information et qui est consulté dès le début. La perte de cet accès est plus profonde que la perte d'un titre. Je me suis demandé ce que l'on ressent lorsqu'on en fait l'expérience, non pas une exclusion publique, mais une exclusion silencieuse. Ce silence-là est peut-être le plus difficile à supporter. Ce qui a rendu cette phase particulièrement tendue, c'est la prise de conscience que la guérison est quasiment impossible. La confiance, une fois institutionnellement ébranlée, ne se restaure pas facilement par de simples explications ou par la bonne volonté. Lorsqu'une structure décide d'exclure une personne de son noyau dur, cette exclusion est généralement définitive. Non par malveillance, mais par précaution. Les systèmes apprennent rarement par l'espoir, ils apprennent par le risque. J'ai posé une question ouverte essentielle à cette analyse: à quel moment la proximité devient-elle une menace pour la neutralité? Et comment préserver les relations humaines dans un système qui doit, avant tout, rester impersonnel? Ces questions ont permis d'introduire la section suivante qui explique comment un dossier interne a non seulement permis de recueillir des faits, mais a aussi rendu une décision inévitable. Dès que j'ai compris que la confiance avait été structurellement ébranlée, une question s'est imposée qui avait documenté cela, et comment les grandes institutions agissent rarement par simple instinct. Il devait exister un document, un ensemble cohérent d'observations, de chiffres et de conclusions qui justifiaient la décision. À ce stade, tout tournait autour de ce dossier. Non pas comme une arme, mais comme un instrument. Je ne le percevais pas comme une accusation, mais comme une vérité administrative devenue trop pesante pour être ignorée. J'ai tenté d'imaginer comment un tel fichier pouvait se former. Pas d'un coup, mais lentement, presque imperceptiblement. Une anomalie ici, un chemin obscur là, de petites questions d'abord écartées pour ensuite ressurgir.
Tout grand système dispose de mécanismes d'audit destinés à maintenir l'ordre non à punir. Ce n'est que lorsque des schémas se révèlent que la vigilance se traduit en action. J'ai compris que ce fichier était probablement l'aboutissement d'un processus en cours depuis longtemps. Ce qui m'a frappé, c'est sa logique implacable. Pas de langage émotionnel, pas d'indignation morale, juste des faits juxtaposés. Flux d'argent, ligne d'influence, détour dans la prise de décision. Chaque élément s'explique individuellement, mais leur combinaison pose problème. J'ai compris la force d'une telle présentation. Les émotions suscitent le débat, les chiffres imposent des conclusions. Dans une monarchie qui recherche avant tout la stabilité, cela a un poids considérable. J'ai commencé à comprendre pourquoi ce moment précis a marqué un tournant. Non pas parce qu'un événement nouveau s'est produit soudainement, mais parce que tout est devenu d'un seul coup visible dans son ensemble. Ce qui était auparavant fragmenté est devenu cohérent. Je me suis demandé si ce n'est pas toujours ainsi que naissent les ruptures majeures. Non pas d'un seul scandale, mais de l'accumulation de trop de petites déviations. Lorsque la tolérance se mue en agitation, la correction est inévitable. À mes yeux, le dossier revêtait une dimension quasi symbolique. Il représentait le passage de la confiance à la vérification. Tant que la confiance règne, un contrôle informel suffit. Dès que cette confiance vacille, on se tourne vers des structures. Il ne s'agit pas d'un rejet personnel, mais d'une réaction systémique. J'ai constaté combien cette distinction est souvent perdue dans l'interprétation publique. On perçoit une punition là où se situe réellement une démarcation. Ce qui a rendu cette phase si particulière, c'est le rôle de la personne présentant le dossier. Non pas en tant que procureur, mais en tant que garant de la continuité. Cela exige une certaine force de caractère. J'ai réfléchi à la difficulté de prendre la responsabilité d'une telle démarche, sachant que les conséquences sont personnelles, mais que la nécessité est institutionnelle. Il est plus facile de détourner le regard que de documenter. C'est précisément pourquoi j'ai trouvé ce moment si décisif. Je me suis demandé quelle avait été l'ampleur des résistances internes. Les problèmes surgissent rarement sans débat, il y a toujours des voix qui prônent la prudence, un délai plus long et des solutions plus douces. Le fait que ces voix aient finalement été ignorées en dit long sur la gravité des conclusions. Dans les systèmes stables, la préservation prime généralement sur la réforme. Le fait que ce soit l'inverse qui se soit produit ici indique une situation exceptionnelle. Ce qui continuait de me préoccuper, c'était le silence qui entourait l'existence même du dossier. Aucune fuite, aucune révélation fracassante. Cela témoigne de discipline. À une époque où l'information fuite à la vitesse de l'éclair, c'est frappant. J'y voyais un choix délibéré régler l'affaire en interne sans médiatisation. Ce n'est pas un secret motivé par la peur, mais par le sens des responsabilités. Une bataille publique nuirait davantage à l'institution qu'au problème lui-même. J'ai également commencé à comprendre que cette affaire n'était pas seulement rétrospective, mais aussi tournée vers l'avenir. Il ne s'agissait pas de punir le passé, mais de prévenir les risques futurs. C'est une distinction importante. Les mesures qui ont suivi étaient préventives et non punitives. L'accès a été restreint, les rôles ont été revus et les procédures renforcées. Le système s'est amélioré en limitant son champ d'action. Dans cette section, je souhaitais souligner que le pouvoir est rarement redistribué sous l'effet de l'émotion. Il évolue lorsque les structures l'imposent. Le dossier n'était pas un jugement personnel, mais le reflet d'une institution. À son examen, on ne constatait pas des intentions mais des effets. Et dans un contexte administratif, les effets sont déterminants. Je conclurai cette phase par une question ouverte qui me préoccupe profondément. Si les systèmes n'interviennent que lorsque des schémas sont indéniables, quelle marge de manœuvre leur accorde-t-il et quel degré d'écart est toléré avant qu'une correction ne devienne inévitable? Grâce à ces questions, je poursuis le récit en abordant les conséquences humaines d'une décision qui peut être rationnellement juste, mais inévitablement difficile sur le plan émotionnel. Une fois l'affaire close, l'impact est devenu véritablement palpable au point de rencontre entre pouvoir et famille. J'ai constaté à quel point l'histoire prenait ici une dimension humaine. Des décisions qui paraissent rationnelles et nécessaires sur le papier prennent un tout autre sens lorsqu'elles bouleversent des vies et des relations. À ce stade, j'ai ressenti la tension entre devoir et intimité plus intensément que jamais. Remodeler une structure est une chose, en subir les conséquences au sein d'une famille, sous le feu des projecteurs, en est une autre. J'ai commencé à comprendre que la faille n'était pas seulement institutionnelle, mais aussi émotionnelle. La loyauté au sein d'une famille royale est plus complexe que dans toute autre organisation. Elle est à la fois personnelle et fonctionnelle. Lorsque les deux divergent, un dilemme insoluble se pose. J'ai constaté comment le devoir primait ici sur l'affection. Non pas que les sentiments aient disparu, mais parce qu'ils ne pouvaient plus guider les décisions. Cette prise de conscience a rendu cette phase de l'histoire si intense. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le silence. Aucune dispute publique, aucune manifestation de colère ou de chagrin. Ce silence même révélait un choix conscient d'intérioriser le conflit. Je me suis demandé quel degré de maîtrise de soi cela exige. Dans un monde où l'émotion est souvent utilisée comme une arme, le silence maîtrisé est une forme de pouvoir.
Mais c'est aussi une forme de perte. Ceux qui se taisent ne peuvent se défendre publiquement. J'ai réfléchi à la difficulté d'accepter que la proximité ne soit plus une protection. Dans de nombreuses familles, la loyauté va de soi. Ici, elle est conditionnelle, elle perdure tant qu'elle renforce le système. Dès qu'elle cesse de le faire, une distance s'installe. Cela paraît dur, mais c'est inhérent à une institution qui se place au-dessus des individus. J'ai constaté combien cette logique contredit tout ce que nous ressentons intuitivement au sujet des liens familiaux. Durant cette période, le rôle du roi prit une autre dimension. Non plus celui d'un époux ou d'une figure paternelle, mais celui de gardien de la couronne. Je commençais à comprendre que cette situation constituait l'épreuve ultime de sa compréhension de sa fonction. Protéger implique parfois de lâcher prise, non par manque d'amour, mais par nécessité. C'est un choix que peu de gens ont à faire, et encore moins sous la pression publique. Je me demandais quel poids cela devait représenter, même lorsque la décision est parfaitement rationnelle. Dans le même temps, j'ai constaté que l'héritier avait définitivement endossé un rôle différent. Non plus seulement celui de futur roi, mais aussi celui de gardien des frontières, un rôle ingrat. Ceux qui fixent les limites sont rarement aimés, mais souvent respectés. J'ai perçu comment ce moment a forgé son leadership, non par le charme ou la popularité, mais par la volonté d'assumer la responsabilité de décisions impopulaires. Ce qui m'a frappé, c'est l'inévitabilité de cette rupture. Il semblait n'y avoir plus de terrain d'entente. Aucun compromis ne pouvait préserver à la fois les impératifs institutionnels et les relations personnelles. Dans de telles situations, les retarder n'est pas une solution mais une aggravation. J'ai commencé à comprendre que ce moment n'était probablement pas tant un choix qu'une fatalité. Lorsque les structures sont mises à rude épreuve, la correction s'impose d'elle-même. Je me demandais comment le public pourrait un jour pleinement comprendre cela. De l'extérieur, cela pourrait paraître froid, calculé, voire cruel. Mais en y regardant de plus près, on découvre une institution qui a tiré les leçons des crises précédentes. Trop céder, faire trop d'exceptions ne peut qu'aggraver les choses. Dans cette perspective, cette rupture ressemblait moins à une rupture qu'à un repositionnement nécessaire. Douloureux certes, mais stabilisateur. Dans mon analyse, j'ai également commencé à percevoir comment ce moment envoyait un message à tous les membres de la monarchie. La proximité du pouvoir ne garantit plus l'influence. Les liens familiaux n'offrent aucune exemption de contrôle. C'est un message radical dans un système qui a fonctionné pendant des siècles sur des principes héréditaires. Je me suis demandé si ce n'était pas le début d'un changement culturel plus vaste où la discipline prendrait le pas sur la lignée. Pour moi, cette section portait sur le prix de l'intégrité. La pureté institutionnelle exige des sacrifices et ces sacrifices sont rarement répartis équitablement. Certains perdent de l'influence, d'autres gagnent en responsabilité. Il ne reste qu'un système qui tente de se protéger de l'érosion interne. On ignore encore si cela sera suffisant, mais le moment du choix est indéniablement arrivé. Je conclus cette phase par une question qui m'a longtemps taraudé: si les liens familiaux sont subordonnés aux nécessités institutionnelles, que reste-t-il de la proximité humaine au sein d'un tel système? Et une monarchie peut-elle maintenir ce choix sans perdre son humanité? C'est sur ces questions que je passe à la section suivante qui expliquera comment cette rupture marque non seulement une fin, mais aussi le début d'une nouvelle forme de gouvernement. Ce n'est qu'après la rupture que ce qui l'avait remplacé est devenu véritablement évident. Reprendre le pouvoir crée toujours un vide, et ce vide institutionnel est aussitôt comblé par de nouvelles règles, de nouveaux rythmes et de nouvelles attentes. J'ai constaté que le discours passait de la crise à la réorganisation. Non pas de façon spectaculaire, mais méthodique. Il ne s'agissait pas d'un moment d'émotion, mais de discipline. Et la discipline, j'ai commencé à le comprendre, était précisément le maître mot de cette nouvelle phase. J'ai vu comment la monarchie a commencé à se redéfinir, non pas en termes de tradition, mais en termes de fonction. Moins d'importance accordée à l'identité qu'à l'action. Cela peut paraître banal, mais au sein d'une institution héréditaire, c'est révolutionnaire. Je me suis demandé si ce n'était pas le changement le plus fondamental depuis des décennies. Ce n'étaient pas les visages des dirigeants qui changeaient, mais les règles d'accès et de responsabilité qui étaient en train d'être redéfinies. C'est là que se produit la véritable réforme du pouvoir. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la rapidité avec laquelle de nouvelles règles se sont imposées. Le contrôle s'est centralisé, la prise de décision s'est concentrée. Là où existaient auparavant des structures de consultation informelles, des procédures claires ont émergé. J'ai constaté que tout cela s'inscrivait dans une vision unique, la monarchie comme organisation et non comme entreprise familiale. Cette idée peut sembler dérangeante pour les nostalgiques, mais elle prend tout son sens à une époque où les ressources publiques et la légitimité de l'État sont de plus en plus scrutées. J'ai commencé à comprendre que cette refonte était non seulement corrective, mais aussi préventive. L'objectif ne semblait pas être de punir le passé, mais d'empêcher qu'il ne se reproduise. En formalisant l'influence, la zone grise, propice aux malentendus et aux conflits d'intérêts disparaît. C'est une leçon difficile mais nécessaire.
Je me suis demandé pourquoi cela n'avait pas été fait aussi explicitement auparavant. Peut-être par souci de sensibilité politique, peut-être parce que l'on espérait que les accords informels resteraient suffisants. Cette phase a également révélé comment le leadership personnel se traduit en structure. L'approche de William semblait axée non pas sur la mise en avant de son profil, mais sur la sécurisation. Il se positionnait non pas comme un réformateur visionnaire, mais comme un garant des cadres établis. Cette approche est moins inspirante en théorie, mais plus efficace en pratique. J'ai constaté comment cela a commencé à modifier son image publique. Il n'était plus seulement fiable et empathique, mais aussi résolu et pragmatique. J'ai réfléchi aux conséquences pour chacun au sein du tribunal. Dans un tel contexte, la position hiérarchique ne découle plus de la proximité avec une personne, mais de la fonction exercée au sein d'une structure. Cela exige une adaptation. Certains s'en réjouiront, d'autres le percevront comme une perte. Le pouvoir informel est confortable, la responsabilité formelle, elle ne l'est pas. Elle impose la reddition de comptes et la transparence. Je me suis demandé quelle résistance cela avait suscité en interne et quelle part resterait à jamais cachée. Ce qui m'a intrigué, c'est la discrétion avec laquelle cette transformation s'est opérée. Pas de grandes déclarations, pas de programme de réforme. Tout s'est fait par le biais de notes de service de réorganisation et de protocoles renforcés. C'est logique pour une institution qui a compris que les conflits ouverts érodent la confiance. Pourtant ici, le silence sert un autre dessein. Il ne masque pas le conflit, mais normalise le changement. En procédant discrètement, la nouvelle normalité est plus facilement acceptée. J'ai également commencé à comprendre que cette discipline envoie un message au monde extérieur. À l'heure où les institutions publiques sont sous pression, la monarchie démontre sa volonté de fixer des limites. Ce n'est pas un mince geste. Nombre d'organisations échouent précisément parce qu'elles n'osent pas restructurer leur pouvoir interne. Ici, elle l'a fait, non par idéalisme, mais par instinct de survie, ce qui la rend d'autant plus convaincante. Parallèlement, je restais conscient des risques. Un système trop rigide peut devenir rigide. Un contrôle excessif peut étouffer la créativité et l'humanité. L'équilibre entre discipline et souplesse est fragile. Je me demandais si ce nouvel ordre laissait place à la nuance, aux circonstances individuelles, ou s'il menait inévitablement à la rigidité. L'avenir nous le dira. Ce que cette phase a surtout marqué pour moi, c'est la fin d'une ère implicite. La monarchie, où la proximité suffisait à exercer une influence considérable, semblait révolue. À sa place a émergé un modèle où la légitimité découle du rôle et de la responsabilité. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est fondamental. Cela change la façon dont le pouvoir est compris et exercé. Et cela change ce que l'on attend des futurs dirigeants. Je conclus cette section par une question ouverte. Une institution aussi rigide peut-elle rester chaleureuse et humaine, ou est-ce le prix à payer pour conserver sa pertinence dans une société critique? Cette question m'amène à la conclusion qui révèle les conséquences de ce changement de pouvoir pour l'avenir non seulement d'une famille, mais de la monarchie tout entière. En y réfléchissant, il m'est apparu clairement que ce moment n'était pas une question de pouvoir individuel, mais de repositionnement institutionnel. Le transfert de pouvoir survenu avant la transmission officielle de la couronne semblait annoncer ce qui allait suivre. J'ai commencé à comprendre que l'avenir de la monarchie ne serait plus déterminé par la cérémonie mais par la gouvernance. Non plus par l'hérédité seule mais par une responsabilité concrète. Cette prise de conscience a rendu cette phase finale à la fois limpide et inquiétante. J'ai constaté que le rôle de William s'éloignait nettement de l'image de l'héritier présomptif. Il n'agissait pas comme s'il attendait quelque chose, il agissait comme s'il en était déjà responsable. C'est un changement psychologique fondamental. Lorsqu'une personne agit comme si elle portait déjà ce qu'elle ne possède pas, formellement, la dynamique qui l'entoure se modifie. Les attentes s'ajustent, tout comme les loyautés. J'ai vu comment cela conduit inévitablement à un nouvel équilibre des pouvoirs à la cour et au-delà. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le peu de place laissée à l'improvisation. Le nouvel ordre ne laisse que peu de place au hasard. Les tâches sont clairement définies, les responsabilités précisément définies. Cela laisse présager un avenir où les erreurs seront moins pardonnées, mais aussi moins fréquentes. Je me suis demandé si ce n'était pas précisément ce que le public désire, inconsciemment moins de suspense, moins d'ambiguïté, plus de prévisibilité. En cette période d'incertitude permanente, cela peut s'avérer séduisant. Dans le même temps, j'ai réalisé que la prévisibilité a un prix. Elle limite la spontanéité, atténue les émotions et réduit la place à l'interprétation personnelle. La monarchie jadis, une famille incarnant la nation avec toutes ses contradictions, semble se transformer en une organisation étroitement contrôlée. Je me suis demandé si quelque chose d'essentiel ne se perdait pas dans ce processus. Une institution qui repose autant sur la discipline peut-elle encore inspirer
Ou devient-elle avant tout un outil de gestion? J'ai également pris en compte l'impact plus large de cette restructuration. Elle dépasse le cadre de la cour. Elle influence la manière dont les médias, les politiques et le public perçoivent de la monarchie. Les attentes évoluent, les erreurs seront moins considérées comme des fautes humaines et davantage comme des défaillances administratives. Cela accroît la pression notamment sur ceux qui constituent actuellement le cœur du système. Je me suis demandé si William et Catherine en étaient conscients et s'ils étaient prêts à supporter cette pression. Ce qui m'a convaincu, c'est la cohérence de l'approche choisie. Pas de demi-mesure, pas d'exception fondée sur la proximité ou l'histoire. Cela témoigne d'un style de leadership qui ne recherche pas la popularité, mais la pérennité. En ce sens, cette phase rappelle fortement certaines périodes de l'histoire monarchique où la survie primait sur le confort. J'y ai vu des parallèles avec les générations précédentes qui avaient compris que l'adaptation n'était pas une trahison de la tradition mais une condition essentielle à la survie. Pourtant, une question me taraudait, jusqu'où peut-on rationaliser une institution héréditaire sans lui en ôter l'âme ? La monarchie tire sa force non seulement de son efficacité, mais aussi du symbolisme de l'émotion et de la solidarité. Si ces éléments sont trop réduits, il ne reste qu'une coquille vide. Je me demandais si la nouvelle orientation laissait place à ces valeurs humaines ou si elle devenait subordonnée au contrôle. J'ai également constaté comment cette évolution influencera la transition vers le trône. Le moment venu, il n'y aura ni période d'intronisation, ni transition progressive. Tout porte à croire que Guillaume exercera déjà les fonctions d'un administrateur expérimenté. Cela peut apporter de la stabilité, mais aussi susciter des attentes difficiles à satisfaire. Le public ne s'attendra pas à des promesses, mais à des résultats. Dans cette dernière phase, j'ai eu le sentiment que l'histoire s'articulait autour d'un concept central, la responsabilité. Non pas comme un idéal abstrait, mais comme une pratique quotidienne. La monarchie semble avoir opté pour un modèle où la responsabilité n'est plus implicite mais explicitement imposée. C'est un risque, mais aussi une opportunité. Cela peut restaurer la confiance à condition qu'elle soit maintenue de façon constante. Je terminerai par une question ouverte qui, à mon sens, résume l'avenir. Si la monarchie se définit désormais comme une institution disciplinée et dévouée au service public, sommes-nous, en tant que société, prêts à la juger ainsi ? Non pas sur son prestige ou son aura, mais sur son intégrité et son fonctionnement. Par cette question, je quitte le récit non pas comme une vérité absolue, mais comme une invitation à poursuivre l'examen de ce que signifie le pouvoir lorsqu'il n'est plus dissimulé, mais organisé.